Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité ce soir, Alain Finkielkraut. Après tout ce qui s'est passé ces derniers jours, il accepte de répondre avec un peu plus de recul à vos questions et aux questions de nos auditeurs d'Europe 1 tout à l'heure au 39-21. Bonsoir Alain Finkielkraut. Bonsoir. Le principal suspect ayant proféré des insultes à votre rencontre a été placé en garde à vue. On en sait un peu plus sur le profil de cet individu qui serait proche des milieux salafistes. Ce profil, ces premières informations, elles ne vous surprennent pas ? Elles ne me surprennent pas le concernant. Mais il n'était pas le chef de file de la meute qui m'a invectivé. D'autres étaient animés par la même haine. Pour autant, ils ne partageaient pas la vision du monde de ce salafiste qui était reconnaissable comme tel avant même qu'il soit arrêté. Mais j'aurais fait remarquer déjà une chose à son propos. C'est que, évidemment, il m'a traité de sioniste, de raciste et de haineux, mais surtout, il a eu cette phrase saisissante en montrant son kéfier, « La France est à nous, va à Tel Aviv ». Alors, va à Tel Aviv, c'était « Dégage, tu n'as pas ta place en France », mais en même temps, j'ai pas ma place à Tel Aviv pour lui non plus, puisque de toute façon, c'est une terre islamique volée par les Juifs. Ça veut dire, vous, toi, tu n'as ta place nulle part. Mais surtout, la France est à nous. Parce que quand on entend ce slogan, ou quand on le lit dans certains journaux, sans dire son origine, on se dit, c'est une variante de la France aux Français. On est dans le cadre du fascisme classique. Sauf que non. Il dit, la France est à nous, nous les salafistes. Il est donc, lui, un adepte de la théorie du grand remplacement. C'est un remplaciste fanatique. Et c'est assez saisissant. Donc, ce grand remplacement n'a pas lieu. Je ne dis pas cela. Mais pour lui, il devrait avoir lieu et les Juifs sont les premiers qui doivent dégager. On rappelle que vous n'avez pas souhaité porter plainte, mais qu'une enquête, bien sûr, a été ouverte par le parquet de Paris du chef d'injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. On verra. Oui, vous voulez dire quelque chose qui sera retenu ? C'est très intéressant. Oui, parce que j'ai vu les policiers hier, une commissaire divisionnaire, un commandant, et ils m'ont engagé à porter plainte, me disant qu'ils ne seraient pas sûrs de pouvoir retenir cette incrimination, et en cas d'injure, il fallait la plainte de la partie civile. Et moi, je leur ai dit, je vais y réfléchir. Non, je ne porterai pas plainte parce que je ne veux pas le dénoncer pour injure. Il ne m'a pas injurié, si vous voulez. Il a fait beaucoup plus que ça. Simplement, le droit est désarmé, ce que je peux bien comprendre, parce que il ne mettrait pas de sales juifs, mais de sales racistes. Et nous sommes dans le cas d'une incitation, de l'expression d'une haine, non pas raciale, mais antiraciste. Donc tout le monde est complètement paumé à cause de ça. C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que les policiers vous ont encouragé. Là, vous dites ce soir que vous ne porterez pas plainte parce qu'ils ont des doutes que cette inculpation puisse aboutir. Voilà. C'est-à-dire ils peuvent ne pas pouvoir retenir quelque chose contre cet individu. Ils ne peuvent pas retenir l'incrimination qu'ils souhaitent, mais à ce moment-là, tant pis. Tant pis, moi je ne veux pas relayer cette incrimination légitime par une autre. Il y a ce que vous dites, il y a eu menace de mort également. Il y a eu menace de mort. Il vous a bien dit. Alors ça, il devrait quand même. Oui, parce qu'il m'a dit Dieu va te punir, ce qui n'est quand même pas le langage traditionnel de l'antisémitisme français. Il a dit Dieu va te punir. Oui, il était clair que il me promettait la mort. Alors c'était une mort dont il ne serait pas. En vous disant tu vas mourir, ça c'était clairement audible. Mais dans cette atmosphère d'aujourd'hui, si vous voulez, c'était comme une espèce de fatwa. Si vous voulez, une fatwa plébéienne. Vous avez été entre autres traité de sale sioniste. Alors l'antisionisme n'est pas puni par la loi. Certains députés, ça on a entendu parler, ont émis la proposition de le punir, mais le président a fermé cette porte. Il a raison, Alain Finkielkraut. Oui. Il a raison. Il est vrai que l'antisionisme est une idéologie étrange, parce que l'anticommunisme ne voulait pas la destruction de la Russie, l'antinazisme ne voulait pas la disparition de l'Allemagne. L'antisionisme veut liquider l'État d'Israël. Il n'en reste pas moins que ce n'est pas possible. Mais certains, pardonnez-moi, voient des nuances dans la définition de l'antisionisme. Est-ce que l'antisionisme, c'est la dénégation ou l'inexistence de l'État d'Israël, vouloir supprimer l'État d'Israël, ou est-ce que c'est la critique de la politique israélienne ? Et là, c'est autre chose. La critique de la politique d'Israël n'a rien à voir avec l'antisionisme. Je critique la politique actuelle de l'État d'Israël, et je dois dire que la LDJ, la Ligue de défense juive, a fait paraître un tweet hallucinant en disant le pro-palestinien Finkielkraut a été agressé, nous condamnons
condamnons l'agression dont il a été victime, agression antisémite, mais nous combattons avec la même force et nous continuerons à combattre là ces aussi, idées. Il y a un mais. Oui, Il y a mais un justement, mais. nous combattrons ces idées parce que par eux, je suis vêtu comme un pro-palestinien. Mais de tous les côtés, finalement, vous êtes ou attaqué ou il y a un mais, on relativise oui, mais tout cela. pas Évidemment, tout pas le tous les monde. côtés. Vous avez eu beaucoup de solidarité également. Alors, je sais pas. Moi, je pense pas qu'on puisse criminaliser comme ça l'antisionisme, mais si vous voulez, il y a un retournement de l'antisémitisme auquel il faut réfléchir. Et là-dessus, je voudrais répondre en votre temps. On dit les gilets jaunes, c'est un peuple un peu abruti, etc., perméable à toutes les influences. Mais qui me traite de raciste et de fasciste depuis des années et des années? C'est pas des petits commerçants ou des artisans bouchers, c'est pas dans les ronds-points, c'est dans les facs. Vous comprenez? C'est dans les facs. C'est une certaine intelligentsia, c'est une partie du monde journalistique, et qu'ont fait ces gilets jaunes-là, qui ne sont peut-être pas les gilets jaunes du début, ils ont traduit en injures et en crachats un anathème élaboré par une partie du monde intellectuel. C'est ça quand même qu'il faut retenir. Et d'ailleurs, j'ajoute... C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que vous ne pointez pas du doigt les gilets jaunes, hein. Vous dites qu'il ne faut pas essentialiser, mais vous dites attention, il y a une forme, ça a infusé dans leur esprit tout ce qui a été dit contre moi par une forme d'élite finalement qu'ils dénoncent eux-mêmes. Pourquoi ils me connaîtraient? Vous voyez qu'ils m'ont lu, ils me connaissent parce que cette rumeur est là, et c'est aussi avec les mêmes arguments racistes que j'ai été chassé de Nuit debout. D'ailleurs, le gourou de Nuit debout, pour Frédéric Lordon, pour justifier mon expulsion, a dit que j'étais un des porte-paroles les plus notoires de la violence raciste identitaire. Et j'ajoute qu'il y a une journaliste qui a eu son heure de gloire au Nouvel Observateur, qui ensuite s'est transférée à Marianne, et qui dirige aujourd'hui le média, le site d'information très proche de la France Insoumise. Vous parlez évidemment, Alain Finkielkraut, d'Aude Lancelin. Je veux parler d'Aude Lancelin. Eh bien, ces tweets sont très intéressants. D'abord, elle s'en est pris à Benjamin Griveaux, qui avait dit qu'on m'avait crié sale juive à mon égard. Il dit sale juive, cette phrase est inaudible sur les vidéos. Donc, il s'agit, encore une fois, de salir un mouvement social. Autrement dit, grosse mère de sioniste, raciste, fasciste, ça lui va très bien. Bien sûr que ça lui va très bien, puisque dans un autre tweet, elle dit que j'ai été chassé en tant qu'incitateur à la haine publique, notamment contre les jeunes musulmans, en toute impunité depuis 20 ans, sans rencontrer le moindre obstacle. Autrement dit, elle délivre un certificat de bonne conduite aux lyncheurs dès lors qu'il n'utilise pas l'expression sale juif, mais sale raciste, ça lui va très bien. D'où ça vient? Donc, est-ce que vous qu'on arrête de dire les gilets jaunes par-ci, les gilets jaunes par-là. C'est un antisémitisme qui vient d'où? Vous avez dit une forme. En tous les cas, est-ce que vous liez ça à l'islamo-gauchisme? C'est ce qu'on emploie comme concept? Je ne sais pas, l'islamo-gauchisme, en tout cas... Vous l'avez dit il y a un certain temps, je pense que vous êtes cohérent dans vos prises de position. Évidemment, c'est-à-dire, il y a des gens qui rêvent d'une convergence des luttes entre tous les peuples, et peu importe que les juifs soient les premières cibles de cette convergence des luttes, puisque les juifs sont des sionistes, et que pour eux, la plupart des juifs sont sionistes, et que pour eux, le sionisme, c'est l'assassinat du peuple palestinien. Donc voilà, c'est ça qui existe aujourd'hui. Mais depuis quelques jours, le débat se fait vif, Alain Finkielkraut, sur les différentes formes d'antisémitisme, ce que l'on appelle les visages ou les nouveaux visages de l'antisémitisme, dont l'islam radical. Est-ce que c'est l'un des visages et il faut le dénoncer, ou est-ce que c'est pour vous le visage principal de l'antisémitisme? D'abord, c'était l'un des visages de mes agresseurs. Il n'y a pas que l'islam radical, il y a en effet que la haine des juifs ou le mépris des juifs est très répandu dans le monde arabo-musulman, et que donc il est très répandu en France, dans les quartiers. Et les juifs sont, si vous voulez, vivent dans un tel état d'insécurité qu'ils sont obligés de déménager, ce qui
constitue, comme l'a dit Édouard Philippe, une alia intérieure, c'est pas à cause des gilets jaunes. Oui, une précision, quand vous dites répandu dans le monde arabo-musulman, du fait du conflit israélo-palestinien éternel depuis 50 ans. Rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. Ce conflit ne nourrit pas un mépris justement des Juifs. D'abord, le mépris, il est antérieur. Les Juifs sont méprisés au nom de l'islam. C'était des dhimmis. Mais encore une fois, je ne veux pas incriminer les musulmans en général. Il y en a qui vivent tout à fait calmement leur foi. Et il y en a beaucoup qui n'ont que des sentiments. Alain Finkielkraut, certains vous reprochent de le faire. Oui, ils me reprochent de le faire, alors je ne le fais pas. Évidemment, puisque je ne le fais jamais. Donc ils me le reprochent à tort. Mais eux, leur problème, c'est que cet antisémitisme-là, ils ne veulent pas le voir parce que ce serait stigmatiser une population déjà discriminée. Donc ils pratiquent le déni. Et vous le constatez, même dans la manifestation d'hier. C'est-à-dire quand on peut impliquer les fascistes ou pire les néo-nazis. Quand on peut donc impliquer les fascistes ou les néo-nazis, on est tout content. On se dit, ça c'est le bon ennemi. C'est celui qu'on veut pouvoir détester. Dans un entretien à Valeurs Actuelles, Marlène Schiappa affirme qu'il y a une convergence idéologique entre l'extrême droite et les islamistes. Et elle précise une convergence entre la Manif pour tous et les terroristes. C'est ignoble. Unis selon... C'est ignoble. La manif pour tous, c'est ce qu'ils veulent. Ils auraient voulu que mes agresseurs, ce soit la manif pour tous. Qu'ils soient à la fois contre l'avortement et contre moi. Mais c'est complètement dingue. Et je voudrais signaler, rien pour enfoncer le clou, qu'aujourd'hui, en France, des églises sont profanées. Des agressions antichrétiennes augmentent. Et on n'en parle pas. Et imaginez que si ces écoles et des synagogues étaient profanées, tout le monde en parlerait. Or, c'est aussi grave. Non, mais cette idée est complètement folle. Il y a un problème qui n'est pas réductible à l'islamisme en France, un problème de l'antisémitisme très répandu dans la gauche radicale. Il y a évidemment des néo-nazis qui se prennent au jeu. Il y a le phénomène Soral Dieudonné qu'on devrait étudier de près. Mais le grand rêve, si vous voulez, de toute une gauche bien pensante, c'est en effet de faire face à un seul et même ennemi, ceux qui sont contre parent 1 et parent 2 et ceux qui sont contre les juifs. Eh bien moi je suis juif et parent 1 et parent 2, je trouve que c'est une débilité noire. Alain Finkielkraut, je vous remercie parce que je sais qu'il y a plusieurs auditeurs qui veulent vous poser des questions, vous interpeller. Une dernière question ce soir, vous allez écouter le discours du président de la République depuis le dîner annuel du CRIF. Est-ce que vous en attendez quelque chose ? Je l'écouterai en différé. Je ne sais pas exactement ce qu'on peut en attendre parce que moi, ce que j'attendrais, c'est un bon diagnostic. C'est pas des mesures particulières. Quelles mesures voulez-vous prendre ? C'est un bon diagnostic de l'état des choses en France et en Europe. Malmö, 3e ville suédoise, est en train de devenir Judenrein, ville de juifs. Pourquoi ? Comment ? Voilà ce qu'il faut pouvoir analyser. Et c'est ça que j'attends des responsables politiques et des intellectuels. Merci Alain Finkielkraut, vous restez avec nous. Merci à vous. Merci Sonia Mabrouk. Vous restez, oui, Alain Finkielkraut. Nos auditeurs ont des questions à vous poser. Ils ont envie d'échanger avec vous et ils vont composer le 3921 s'ils ne l'ont pas déjà fait. Beaucoup d'inscriptions. Restez bien sur Europe 1. On revient dans une poignée de secondes. Pour intervenir, oui, beaucoup de questions déjà posées. Merci de rester avec nous, Alain Finkielkraut. Juste pour poursuivre sur ce que vous évoquiez avec Sonia Mabrouk, le dîner du CRIF et le discours du président de la République ce soir. Les informations du service politique de la rédaction nous disent qu'il y aurait dans les mesures annoncées la possibilité de plainte en ligne et une idée de redéfinition élargie de ce qu'est l'antisémitisme pour ne pas légiférer sur l'antisionisme. Ça vous semble être sur la bonne voie ? Oui, c'est la bonne voie. Je pense aussi qu'il faudrait tout faire aujourd'hui pour civiliser la toile. Le grand problème, ce sont les réseaux sociaux, ce déferlement de haine où tout le monde se lâche sous couvert de l'anonymat. L'antisémitisme est une des manifestations de cette haine et je crois qu'il faut durcir la législation concernant Internet, obliger les GAFA ou je sais pas quoi de donner les noms des insulteurs. Je crois que ce serait ça la bonne voie à suivre. Et un projet de loi sur le harcèlement en ligne va être présenté au printemps. On verra ce qu'il en est. Vous êtes favorable, défavorable à l'anonymat sur Internet ?
moi, je suis défavorable à l'anonymat en général. En général. Je trouve que l'anonymat est une saloperie. J'ai lu un article du Monde en disant que ça favorisait la démocratie. La démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est chacun s'exprime en son nom et met son nom en jeu et donne sa parole d'honneur. La parole d'honneur, c'est la parole de tout le monde. L'honneur devient effectivement une qualité démocratique en démocratie. Dans l'anonymat, il n'y a pas d'honneur. L'anonymat est une infection. L'anonymat, c'est les corbeaux. L'anonymat, ça rappelle. Alors là, pour le coup, les pires heures de notre histoire, je trouve que l'anonymat, vraiment, c'est la honte. N'êtes-vous pas la preuve que quand on met son honneur, quand on met son nom sur la table, ça peut être dangereux? Oui, mais si c'est pas dangereux, on la ferme. C'est tout. Je veux dire, à ce moment-là, on ne dit pas. Si on ne peut pas soutenir sa parole pour des raisons objectives ou tout simplement parce qu'on est trouillard ou tout simplement parce qu'on veut pouvoir injurier en toute impunité, on la ferme. Il y a d'autres lieux d'expression qu'Internet, si vous voulez. Arrêtez de tweeter, déconnectez-vous, regardez le ciel, apercevez-vous qu'il y a plus d'oiseaux et il y a plus de coquelicots. Voilà. Et pensez à la beauté du monde et arrêtez de tweeter sur Internet. Ça nous fera des vacances. Jean-Claude est en ligne avec nous dans le Cher au 3921. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir tout le monde, bonsoir à votre invité. Je tiens à lui dire tout à fait au départ que je suis entièrement d'accord avec toute son analyse à 100%, même avec les dernières paroles. Tous ceux qui agissent comme ça sans vouloir donner leur nom, c'est pire que rien. C'est des gens qui manquent de courage. À présent, monsieur, je vais vous poser une question. Entre les individus qui vous ont insulté à l'époque des Nuits debout, ça vous est arrivé à ce moment-là aussi, et ces individus actuels là qui vous ont insulté, voyez-vous une différence entre, disons, le niveau des insultes et le type d'individu qui vous a insulté? C'est la question que j'aurais pour vous poser, monsieur. Écoutez, je n'ai pas l'identité de tous les individus. La haine était la même. À Nuit debout, j'étais avec mon épouse, ça n'est pas arrêté. J'ai été obligé de quitter la place de la République. J'avais un cortège de gens qui m'invectivaient et j'ai reçu des crachats. Donc c'était pas mal. Et j'ajoute que l'argument contre moi était du même ordre, c'est-à-dire on ne voulait pas salir la place de la République avec un individu qualifié de raciste et de fasciste à longueur de journée par un certain nombre de gens. J'avais affaire, Nuit debout, à la pensée Aude Lancelin en action. Là, c'était peut-être plus varié parce qu'il y avait sans doute aussi le côté Dieudonné-Soralien, qui est un peu différent quand même, et qui mériterait, lui, une enquête journalistique approfondie. Qui sont les gens qui suivent Dieudonné et Soral? C'est pas non plus des vieux fachos français, parce que Dieudonné n'en est pas tout à fait le représentant, n'est pas le représentant exact, et le grand succès qu'il remporte aujourd'hui, c'est pas seulement en France, c'est aux Antilles. Mais voilà, donc je vois les mêmes gens que Nuit debout, je vois la mouvance Dieudonné-Soralienne, et je vois aussi les islamistes qui mettent leur grain de sel. Voilà Jean-Claude, merci pour votre question. La première ce soir, il est 19h28 sur Europe 1. On marque une toute petite pause et ensuite Joël, Ahmed sont là en ligne au 3921. Ils ont des questions pour Alain Finkielkraut qui reste ce soir pour répondre aux auditeurs d'Europe 1. A tout de suite, on revient dans quelques secondes. Alain Finkielkraut, effectivement Jean-Claude l'a rappelé, il y avait eu l'épisode Nuit debout, il y a eu cet acte 14 des Gilets jaunes samedi vous concernant. Je voulais vous demander simplement, est-ce que vous avez peur dans les rues de Paris aujourd'hui, Alain Finkielkraut? Non, je ne dirais pas cela, mais je suis content de vivre dans le quartier où je vis. Parce qu'il y a des quartiers où c'est pas tout à fait tranquille pour moi. Alors, je ne voudrais pas pousser l'anxiété trop loin. D'abord, on ne s'en est pas pris à moi physiquement. Au boulevard Montparnasse, je ne suis pas sorti absolument traumatisé de cette affaire. Je pensais que personne n'avait rien vu, donc je vous dis, je voulais absolument le raconter à mon épouse pour qu'au moins quelqu'un le sache. Mais il est vrai qu'il m'arrive dans le quartier que j'ai habité, si vous voulez, le 10e, tout ça, de rencontrer des gens qui me font des quenelles. J'ai eu aussi 2 chauffeurs de VTC ou d'Uber qui, je sortais de la gare du Nord, etc. Ils m'ont vu m'engouffrer dans un taxi et m'ont hurlé Finkielkraut raciste, Finkielkraut raciste. Donc, si vous voulez, ces choses-là peuvent arriver. Ça, c'est vrai. C'est vrai parce que
j'ai la chance et la malchance de ne plus être anonyme, donc les gens me reconnaissent et je suis à la merci et d'une agression. Et quelquefois même, oui, parce que ce que ces gilets jaunes ont dit, ils ont repris des choses virales sur Internet. Taisez-vous, taisez-vous, c'est ce que j'avais dit dans l'émission de Tadei au scénariste de Braco, qui m'interrompait tout le temps. Je voulais pas parler tout seul, je voulais simplement pouvoir finir ma phrase. Et ça tourne. Donc on a dit taisez-vous, taisez-vous. Et aussi, jette-toi dans le canal Finky, c'est ce que j'avais entendu dans une émission, enfin, on enregistrait l'émission Empreinte, qui m'était consacrée en 2011. J'étais d'un côté du canal Saint-Martin avec Ina Sicurel qui m'interviewait et on parlait de mes parents justement, et tout d'un coup de l'autre côté du canal, sur l'autre rive, j'entends un type qui hurle jette-toi dans le canal, Fiki, jette-toi dans le canal. C'était gay, c'était une manière de dire voilà, disparaît, t'es un salaud, t'es une ordure. Et donc il y a des gens au boulevard Montparnasse, on dit ça, et il peut m'arriver d'entendre ça. Donc l'hostilité à mon égard peut s'exprimer très facilement, c'est vrai. On va prendre Joël en ligne ce soir, qui nous appelle de Normandie, dans l'Eure. Bonsoir Joël. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur Europe 1. Oui. Votre question, votre remarque pour Alain Finkielkraut ce soir. Alors, moi aussi, j'avais fait le rapprochement avec Mi Debout et avec d'autres médias. Et entre parenthèses, j'étais très choquée par. Je pense que c'est quelqu'un de la France Insoumise qui a dit il faut condamner l'antisémitisme, et de là à le plaindre, à plaindre Finkielkraut, c'est trop. Moi, je pense que justement, toute une partie de la classe bien pensante, et en particulier la raison, je crois, et je voudrais avoir son point de vue là-dessus, se cache derrière l'antisémitisme. Maintenant est en train de se dissimuler derrière l'antisionisme, parce que c'est pas répréhensible par la loi. Et je pense qu'il faudrait peut-être, je suis pas satisfaite d'une loi contre l'antisionisme, mais qu'est-ce qu'ils pensent qui pourrait intervenir pour qu'on agrandisse le périmètre de l'antisémitisme, parce que actuellement ça circonscrit plus le vrai problème. Alain Finkielkraut. Je pense qu'il faut penser le phénomène, le comprendre avant de réfléchir à la manière de le réprimer. Thomas Guénolé, c'est lui qui a dit il appelle à la haine, il récolte ce qu'il a semé. Même Mélenchon, dans le soutien qu'il m'a apporté, a dit que j'ai des idées détestables, mais j'ai été victime d'une agression. Il faut entendre ce que le détestable. Un type conservateur, il n'est pas détestable. Même les réactionnaires aujourd'hui, ils l'ont été en 2001-2002, mais on les réac, on les invite, ils sont pas détestables. Une seule chose est détestable dans l'Europe post-hitlérienne, c'est le racisme. Donc, j'ai des idées détestables. Sous-entendu, je suis raciste, bon, mais en même temps, il ne faut pas me casser la gueule. Or, précisément, ce sont ces idées détestables que les Gilets jaunes rejetaient. Donc il faut comprendre le raisonnement de ces gens. Ils n'ont rien à cacher. Ils sont sûrs de défendre l'égale dignité des êtres humains. Ils sont là ils parlent au nom de l'humanité universelle, et ils ont l'impression que Israël, État sioniste, transgresse toutes les lois de l'humanité du fait du sort qu'il inflige aux Palestiniens. Il répète du matin au soir que Gaza est en camp de concentration à ciel ouvert, et donc les Israéliens sont des Gauleiters, et les Juifs qui les soutiennent sont coupables. Or, je rappelle simplement que les Israéliens se sont retirés de Gaza, que Gaza n'est plus une zone occupée, et que si le Hamas était occupé, le Hamas se consacrait à assurer une vie décente à ses administrés, il n'y aurait pas de blocus. Il n'y aurait pas de blocus. Sauf que 250 millions de dollars sont consacrés par le Gaza à son budget militaire. Et le blocus peut être évidemment répréhensible. Il est à la fois égyptien et israélien, mais ça n'a rien à voir avec l'Holocauste. Vous voyez, écoutez, Saramago, prix Nobel, il dit les Juifs ne méritaient la compassion, ils ne la méritent plus. La compassion, elle valait pour l'Holocauste, mais elle ne la mérite plus depuis qu'ils font subir un Holocauste aux Palestiniens. Diriez-vous que Saramago
cache quelque chose. Donc il invente, avec les meilleures intentions, drapé dans la morale, un antisémitisme vertueux. Alain Nous sommes à l'âge de l'antisémitisme vertueux. J'ai deux questions par rapport à ce que disait Joël. La première, quand il y a des insultes antisémites, des actes antisémites, et la semaine dernière, on a appris qu'ils étaient en progression de 74%, ce qui n'est pas rien, évidemment, on l'a beaucoup répété ici. On condamne, point. À titre personnel, humainement, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez qu'autant de réactions, et je me suis beaucoup baladé sur les réseaux sociaux ce week-end, que vous concernant, on dit systématiquement c'est condamnable, mais... C'est horrible. C'est horrible. Ça veut dire que pour eux, ce n'est pas condamnable. Et pour eux, ces gens-là, ils sont emmerdés parce qu'ils disent la même chose que mes insulteurs. Simplement, ils voudraient qu'on le dise autrement. Mettre un mais, c'est vous insulter. Mettre un mais, c'est dire nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord puisque nous le traitons de raciste. Vous voyez, ils auraient pas. Si les types m'avaient dit sale juif. On te promet les fours, ce qui a été fait à tes parents c'est bien fait, là ils auraient pas dit mais là ils sont emmerdés puisqu'ils pensent la même chose. Ils pensent que je suis un raciste, que je suis un fasciste, que... Pour vous, ceux qui utilisent ce mais ont le même schéma de pensée que cette personne qui a été interpellée ce matin. Ils ont exactement le même schéma de pensée et c'est eux qui ont taillé le costard qui, si vous voulez, qui a permis ce déploiement d'invectives. Merci Joël pour votre appel au 3921 depuis l'heure ce soir. Il est 19h37. Europe 1. Vous restez avec nous. Je vais accélérer un petit peu. Nicolas, Ahmed et Max sont en attente. Ils ont des questions à vous poser. On revient tout de suite sur Europe 1. Alors je ne sais plus lequel attend depuis le plus longtemps. On va prendre Max qui est en ligne avec nous au 3921. Alain Finkielkraut. Bonsoir Max. Bonsoir. Vous êtes en Essonne. Oui, tout à fait. Soyez le bienvenu sur Europe 1. Merci beaucoup, c'est très gentil. Moi, je voulais vous dire, Monsieur Finkielkraut, déjà, j'étais très, très touché par votre agression. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, même si des fois je peux ne pas être d'accord avec vous et ce que vous dites, surtout, je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire et de façon sereine. Ce que vous avez vécu, je le souhaite à vraiment personne et j'espère que ça recommencera plus. Enfin, je croise les doigts. Votre question, Max, pour Alain Finkielkraut. Moi, ma question, c'était plus avoir votre avis, votre aperçu. Vous avez déjà éclairci en première partie de l'émission mes questions que je veux dire, mais c'est vrai que votre approche m'intéresse grandement. Et c'est vrai que c'était un peu sur l'évolution des définitions et de la définition du mot antisémite et antisémitisme au cours de l'histoire. Et j'essayais de regarder le plus vieux dictionnaire que j'ai trouvé. Et c'est vrai que dedans, on parlait vraiment de l'hostilité à l'égard du peuple sémite et en particulier de confession judaïque, alors qu'aujourd'hui, la définition, c'est vraiment la haine à l'égard des juifs. Et il y a un autre mot qui vient en contradiction aussi, c'était anti-judaïsme et judéophobie, qui veulent dire pour moi la même chose et qui sont plus à même, si quelqu'un dit ça de juif, c'est pour moi, c'est de l'anti-judaïsme et de la judéophobie. Et le mot antisémitisme englobe aussi les Gazaouites qui vivent à Gaza, qui sont sémites, même s'ils sont de confession musulmane. Et tout à l'heure, vous parlez d'antisémitisme vertueux. Je voudrais finir, moi, c'est pas une question d'antisémitisme vertueux, c'est juste que je voudrais bien comprendre la définition sans juger ou quoi que ce soit. Mais par exemple, si je veux critiquer l'État d'Israël, enfin pas l'État d'Israël, mais le gouvernement d'extrême droite qui est au pouvoir, je voudrais le faire sans être taxé d'antisémite. Moi, je préfère avoir un leader socialiste, par exemple, à la tête d'Israël. Alain Finkielkraut, d'Israël. Socialiste à la tête d'Israël. Oui, beaucoup de choses dans ce qui a été dit par oui, il y a Max. Beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas si socialiste est le mot bien choisi. Je préférais avoir un leader en Israël partisan du compromis. Voilà pourquoi je vois un signe d'espoir dans une initiative dont on a peu parlé en France, les Commanders for Security, 286 généraux à la retraite, généraux du Mossad, du Shin Bet, de l'armée de l'air, de l'armée de terre et de la marine, qui plaident pour un compromis et surtout pour une initiative israélienne, en l'occurrence pour la formation d'un gouvernement de séparation nationale, séparation avec les territoires. Et il faut dire simplement que c'est pas l'extrême droite qui fait que les Israéliens résistent à cette initiative, c'est que quand ils ont rendu Gaza, ils ont eu le Hamas, quand ils se sont retirés du sud Liban, ils ont le Hezbollah, et ils se disent qu'ils s'ils se retirent de la Cisjordanie, ils auront aussi le Hamas qui est déjà majoritaire. Donc c'est-à-dire des entités hostiles et armées contre Israël. Voilà l'extrême difficulté.
pour autant, je reste un ferme partisan du compromis et je suis désolé que on construise encore et encore des implantations aujourd'hui dans les territoires. Voilà ce que je peux dire. Quant à l'antisémitisme vertueux, oui, c'est ça le problème, c'est que c'est au nom de l'idée d'humanité que aujourd'hui on désigne les Juifs du doigt. D'ailleurs, c'est la difficulté non seulement du droit, mais même, si vous voulez, du devoir de mémoire. Parce qu'on se dit, bon ben voilà, on va montrer des images. On a lu d'ailleurs dans la manifestation d'hier des récits des camps, et ça les gens vont se dire, mais c'est pas possible, bien sûr. Mais non, puisque aujourd'hui, on assiste au retournement de la Shoah contre les Juifs. On leur dit, ben oui, il s'est passé ça, et vous faites la même chose. Il y avait un article d'Edgar Morin dans Le Monde en 2001. Les Juifs ghettoisés ghettoisent les Palestiniens. Les Juifs martyrisés martyrisent les Palestiniens. Donc, vous voyez, c'est une inversion absolument systématique. Il disait pas les Israéliens, il disait les Juifs. Hein, c'est ça. Et dans Le Monde, eh ben, qu'est-ce que vous voulez? À ce moment-là, on ne peut pas brandir la mémoire du crime, puisqu'on dit, bah oui, c'est au nom de la mémoire du crime qu'on vous reproche d'être criminel ou de soutenir un État criminel. On est mal barré. Merci Max pour votre appel. Ce soir, Jamel est avec nous en ligne au 39 21. Bonsoir Jamel. Oui, bonsoir. Soyez le bienvenu avec nous. Vous nous appelez de Gironde, je crois, Jamel. Oui, c'est ça, de Bordeaux. Allez, votre question pour Alain Finkielkraut. Oui, j'avais une question pour M. Finkielkraut. J'aimerais savoir s'il était surpris de ce qui lui arrivait. Bah, on est toujours surpris, si vous voulez. Je vais à cette manifestation. Je n'y allais pas, puisque je voulais rentrer chez moi, mais je voulais regarder un tout petit peu. J'étais surpris de la soudaineté des invectives. Je me suis dit, peut-être qu'un gilet jaune va m'interpeller. Bon, en même temps, je me disais aussi que j'avais été un des intellectuels qui avait soutenu ce mouvement au départ. Hein. J'avais dit qu'il y avait quelque chose de digne et de nécessaire dans cette irruption sur la scène politique de la France invisible. En ce sens-là, vous avez été surpris. Oui. Et donc, non, mais donc, je savais qu'il y avait aussi d'autres tendances chez les Gilets jaunes, mais j'ai été surpris de la violence immédiate contre moi, de la haine. Simplement, j'avais aussi, en même temps que la surprise, une impression de déjà-vu. Parce que ça m'est arrivé à Nuit debout, ça m'est arrivé en 2014. J'étais boulevard Montparnasse, je regardais une manifestation pour Gaza, justement. Immédiatement, des gens m'ont vu, ont commencé d'abord à me parler, ensuite m'ont insulté, et j'étais avec mon fils et un de ses amis. Ils m'ont immédiatement exfiltré. D'ailleurs, bon, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu y vas? Donc, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est est-ce que je vais être le badaud des prochaines manifestations? Parce que, étant donné mon image, l'image qu'a construit de moi une certaine gauche radicale, je peux à tout moment être pris à partie. Jamel ? Juste une petite question. Moi, j'admirais le Finkielkraut. Vous savez, quand j'approche la cinquantaine, quand j'avais 18 ans, j'avais acheté le Fictionnaire. Vous savez, vous avez acheté... oui, le Fictionnaire illustré. Publié le Fictionnaire illustré. Et j'admirais le Finkielkraut de l'époque. Et je trouve, et je suis désolé, mais je trouve que moi qui suis un modéré, qui suis... d'origine, en fait, de musulman, je n'ai que les origines. Hein. Je bois du vin, je mange du porc, ça me pose aucun souci. Ceci étant, j'ai des amis de toute nationalité, de toute confession. J'ai des amis juifs, j'ai des amis noirs, j'ai des amis musulmans, évidemment. Et le Finkielkraut que j'écoute, vous savez, qui se répand, vous savez, sur toutes les ondes et sur tous les plateaux télé, honnêtement, quand on vous entend au bout de 5 minutes, j'ai envie de changer de chaîne parce que cette islamophobie, alors je ne sais pas si vous avez mal vieilli, monsieur Finkielkraut, mais vous devriez prendre du recul par rapport à... Voilà. Vous êtes un intellectuel de haut vol. Voilà. Non, mais vous êtes un intellectuel de haut vol. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Je laisse terminer Jamel, comme ça vous pourrez lui répondre. Laissez-moi finir. Vous êtes un intellectuel de haut vol et je crois qu'il faudrait que vous preniez du recul par rapport à ce que vous dites parce que si ça choque pas les Français, parce qu'ils sont pas dans l'ADN, vous savez, des gens des musulmans qui entendent vos paroles, en fait, ça fait frémir. Alors, les Juifs ont tout le temps été le bouc émissaire et je crois que dans l'inconscient collectif juif, une deuxième Shoah, je veux dire, et je comprends tout à fait ça. Et je peux vous dire que s'il y a un souci de quelque nature que ce soit, les musulmans seront à vos côtés, monsieur Finkielkraut. Parce que c'est un peuple qui souffre et qui a toujours souffert. Jamel, j'aimerais qu'Alain Finkielkraut puisse vous répondre.
Mais attendez, laissez-moi juste finir. Et je crois que le fait de penser dans l'inconscient collectif juif qu'une deuxième Shoah, parce qu'on a toujours été le bouc émissaire, vous savez, pendant des siècles, et que ce bouc émissaire, si c'est les musulmans qui le devenaient, finalement, nous, les juifs, on va nous laisser tranquilles. C'est pas comme ça qu'il faut réagir, M. Finkielkraut. C'est incroyable d'entendre des choses pareilles. J'ai jamais parlé de deuxième Shoah. J'ai jamais dit que c'est bien que les musulmans deviennent les nouveaux juifs. Les musulmans ne sont pas les nouveaux juifs. Ça, c'est ce que disent Luc Boltanski, Arnaud Esquer, Enzo Traverso et d'autres intellectuels. Et ceux-là, évidemment, sont ceux qui participent au déni. Il y a un nouveau type d'antisémitisme, mais évidemment, comme il ne vient pas de l'extrême droite qu'on adore détester, alors on n'en parle pas ou on le minimise. Et donc, moi, ce que j'aurais attendu, je n'ai tenu aucun propos islamophobe. J'ai mis en cause nommément une journaliste tout ce qu'il y a de plus française. J'ai mis en cause une partie de la gauche radicale. J'ai parlé de Jean-Luc Mélenchon, mais j'aurais attendu de cet auditeur, la moindre des choses, c'est qu'il se désolidarise absolument de celui qui voulait ma mort au nom de l'islam. J'ai bien pris garde, moi, de dire qu'il ne représentait pas tous les musulmans, mais c'est ce qu'il a fait. Et il m'a dit la France est à nous, en disant nous, les musulmans, parce que dans sa vision de l'islam, il n'y a pas de place pour les juifs. J'aurais attendu qu'ils disent not in my name. D'ailleurs, comme certains gilets jaunes ont voulu dire not in my name dans la manifestation d'hier, ils ont été hélas très mal accueillis, et je pense que c'est absolument stupide, car c'est la première des choses à faire. Non, on ressort le discours islamophobe, c'est le discours de l'ancien et c'est le discours de mes agresseurs. Donc j'ai entendu de la part de cet auditeur le discours de ceux qui m'insultent. Il aimait mieux le Alain Finkielkraut d'avant, je le remercie. Le Alain Finkielkraut d'hier et d'avant-hier a eu quand même le mérite d'annoncer ce qui arrive aujourd'hui à lui et à d'autres. Merci Jamel pour votre appel au 3921. Il est 19h49. Dernier tour de questions dans quelques instants avec nos auditeurs en attente au 3921. Alain Finkielkraut est avec nous en studio et il vous attend. Restez bien sur Europe. Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et votre invité Alain Finkielkraut. On va prendre un dernier appel ou deux peut-être simplement pour poursuivre ce qui était dit avec Jamel à l'instant. Alain Finkielkraut, qu'on soit bien clair, vous êtes raciste ? Bien sûr. Mais je suis raciste depuis toujours. Je déteste toutes les autres races. Je suis suprématiste. Je n'aime que les juifs et les blancs. Je suis un supporter effréné de Donald Trump. Dès que je vois un nom blanc, je suis malheureux. Mais qu'est-ce que c'est que ce discours ? Évidemment que je ne suis pas raciste. Évidemment que je crois dans l'égale dignité de tous les êtres humains. C'est pour moi, c'est une réalité indiscutable. Et toute forme de racisme heurte et me blesse, mais force m'est de constater que l'union touche pas à mon pote autour d'une même cible ne fonctionne plus. Nous devons réfléchir à la naissance, à l'émergence d'un antisémitisme antiraciste. C'est ça le défi de notre temps. Voilà. Donc, je ne suis pas raciste, mais je n'aime pas l'antiracisme quand il commence à s'en prendre aux juifs et quand il pratique le déni précisément de ceux dont ils sont victimes parce que ça ne vient pas des bons bourreaux. Lionel est avec nous au 3921. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Vous nous appelez du Rhône, je crois. Oui, c'est cela. Alors moi, je voulais vous poser une question, M. Finkielkraut. Dans le même temps que vous avez été agressé, Madame Levasseur a été agressée d'une façon que j'ai trouvée archi-violente. C'est-à-dire qu'on a pu entendre, permettez-moi du terme, mais on va te crever, sale pute, dégage. Et je trouve que la violence est la même, que ce soit vis-à-vis de vous ou que ce soit vis-à-vis de cette dame. Et ça n'a pas été mis au même exergue. Alors je rappelle juste Ingrid Levasseur, gilet jaune de Normandie, que nous avons reçu ici à plusieurs reprises, qui a été aussi prise à partie, c'était dimanche. De mémoire, je vais peut-être dire une énorme bêtise, je crois qu'elle a été traitée de sale juive aussi. On ne sait pas si c'est sale juive ou sale pute. La question principale, c'est que ceux qui vous ont agressé, comme ceux qui ont agressé Mme Levasseur, je pense pas qu'ils soient plus antisémites, qui sont surtout débiles. C'est des gens qui sont bêtes. Et la question que je me pose, c'est que pensez-vous pas plutôt que c'est parce que vous êtes M. Finkielkraut que vous avez été agressé? Si vous aviez une kippa et vous aviez été déguisé, je pense pas qu'on vous aurait dit sale juif. Je pense que c'est vous qui avez été agressé. Et la question que je vous pose, c'est que
vous trouvez pas que c'est une forme de mise en scène de tout ça pour faire passer autre chose ou pour créer? Alors, juste, Lionel, je vais quand même vous poser la question à Alain Finkielkraut, donc c'est lui qui va vous répondre. Mais il ne faudrait pas oublier qu'avant ce qui s'est passé samedi, il y a aussi eu ce tag Juden sur une boutique Bagelstein. Il y a eu les croix gammées, il y a eu des quenelles, il y a eu les croix gammées sur. Et il y a eu aussi. J'entends. Non, mais Lionel, c'était simple précision pour nos auditeurs. Alain Finkielkraut vous répond. Éric Drouet qui discutait avec un type sur son Facebook Live, je crois, et le type disait c'est la mafia sioniste qui nous gouverne, et Éric Drouet commentait en disant ouais je sais, mais la question de Lionel était intéressante. Est-ce que c'est le juif qui a été insulté, pris à partie, ou est-ce que c'est Alain Finkielkraut? Mais d'abord, c'est le juif, c'est le Finkielkraut en tant que raciste et sioniste. Donc à travers moi, c'est quand même tous les juifs sionistes. Bon, sauf que moi, je suis connu, donc j'en prends plein la gueule. Mais ça veut bien dire que les sionistes soutiennent, je le répète, un État génocidaire, sont des complices de crimes contre l'humanité. Ça me visait donc en tant que juif, sauf qu'aujourd'hui, je vous dis, on épingle sur les juifs, non l'étoile jaune, mais la croix gammée. C'est ça qui arrive. Cela étant, je suis d'accord avec monsieur, l'agression d'Ingrid Levavasseur est aussi grave que celle que j'ai subie, et sans doute même plus traumatisante, puisqu'elle a dû être évacuée. Mais c'est très intéressant, parce qu'elle a dit qu'elle avait été insultée par des indigénistes. Donc c'était les indigènes de la République qui, selon elle, l'ont virée. Alors peut-être voulait-elle disculper les autres gilets jaunes, mais si c'est les indigènes de la République, nous avons les mêmes ennemis. Alors c'est pas simplement de la bêtise, c'est ce mouvement étrange qui ne veut pas de représentation, parce que tous les individus doivent pouvoir s'exprimer, mais qui en même temps veut parler d'une seule voix. On reproche à Ingrid Levavasseur d'avoir voulu former une liste, elle est dégoûtante, c'est une traître, et on l'expulse, c'est une sorte de mise à mort. Imaginez ces gilets jaunes au pouvoir, ce serait une terreur sans fin. Une terreur sans fin. Voilà ce que ça veut dire, mais là où en effet monsieur a raison, on doit s'attarder sur ce qui est arrivé à Ingrid Levavasseur. Et ce sera notre dernier mot, Alain Finkielkraut. Simplement, vous retournerez observer des mouvements sociaux, gilets jaunes ou pas, nuit debout ou pas? Je me pose la question. Il serait quand même très grave que je ne puisse pas le faire, que je n'ai pas le droit de me promener où je veux, quand je veux dans Paris. Vous irez avec un postiche peut-être déguisé? Peut-être un postiche, alors je sais pas, une moustache, une barbe, mais il me donnerait peut-être l'air trop juif, donc j'en sais rien. J'aimerais en tout cas pouvoir continuer à le faire, sincèrement. Merci Alain Finkielkraut. Je remercie tous nos auditeurs qui ont joué le jeu, qui sont intervenus au 39-21. Vous l'avez vu en toute liberté. Il y avait encore énormément d'appels et je suis infiniment désolé pour tous ceux qu'on n'a pas pu prendre en ligne avec nous. Merci Alain Finkielkraut d'avoir joué le jeu et d'être resté répondre aux auditeurs d'Europe 1 ce soir. À bientôt, j'espère. Ben oui. Et pour ma part, quand je veux. Très bien. On vous appellera évidemment, on vous réinvitera évidemment. Je tiens juste à préciser pour les fidèles du Grand Journal du Soir que demain et après-demain, j'ai posé 2 journées. J'ai un très grand week-end qui arrive, mais vous serez très bien accompagné avec François Claus entre 17h et 20h, avec Sonia Mabrouk, avec toute l'équipe évidemment, avec Ombline. Vous serez là demain, Ombline. Avec plaisir, oui, merci. Bonne soirée, Ombline. Bonne soirée.